Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Lapointe. Aujourd'hui, on va parler de la manière la plus facile et la plus optimale de gérer nos souscriptions Azure à l'échelle. Donc, on a déjà parlé de moi brièvement avec l'introduction. Mon Twitter, c'est S_Lapointe. Je suis un Microsoft Azure MVP. Et je suis aussi Cloud Solution Architect pour une compagnie qui s'appelle Suregate. On a différents produits qui touchent les environnements Microsoft, Teams, O365, Azure, etc. Donc, je suis un Cloud Solution Architect pour cette merveilleuse compagnie. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est l'agenda un peu, c'est comment on peut faire la gestion de la gestion à l'échelle avec Azure. Donc, quand on a une ou deux subscriptions, ça va bien. Quand on commence à augmenter le nombre, mais qu'on ait très peu de subscriptions ou beaucoup de subscriptions, le nombre de ressources, lui, peut être important. Donc, comment on arrive à faire la gestion un peu de tout, de s'y retrouver, puis d'essayer de s'aider, de s'outiller le mieux possible. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire. On va voir Azure Resource Graph. On va voir aussi la syntaxe de recherche pour Azure Resource Graph. On va voir des exemples. On va voir quand même on va avoir beaucoup de démos au cours de la session. On va voir le portail. On va voir aussi, en dehors du portail, qu'est-ce qu'on peut faire avec Azure Resource Graph. On va voir un mélange aussi d'Azure Resource Graph avec Azure Policy. Puis on va avoir une petite question de questions et réponses à la fin. Débutons. Donc, pour le management à l'échelle, j'aime beaucoup cette image-là parce que pour beaucoup de gens, la gestion d'Azure, qu'on arrive dans une compagnie, qu'on soit au tout début de l'utilisation d'Azure ou que ça fait vraiment longtemps qu'on utilise Azure, tôt ou tard, on risque d'avoir des problèmes j'irais jusqu'à dire des fois hygiène, mais de contrôle des ressources, d'être en contrôle sur ce qu'on a déployé dans nos environnements, d'être au courant de ce qui se passe, d'être capable de réagir rapidement, etc. Donc, avec le temps, habituellement, les choses peuvent vraiment virer un peu au vinaigre. Et dans le fond, l'idée, c'est de rester en contrôle. Qu'est-ce qui peut nous aider à rester en contrôle? C'est la gouvernance. Et la gouvernance dans Azure, c'est plusieurs services qui nous sont offerts gratuitement. Le premier auquel on peut penser, c'est les management groups. Les management groups, c'est un regroupement logique de subscription. Donc, dans le fond, on se crée une structure, une hiérarchie à l'aide des management groups. Ça peut être fidèlement comment votre entreprise est découpée, les départements, etc. Chez nous, chez Suregate, c'est un peu ce modèle-là qu'on a. Donc, on a plusieurs compagnies dans le groupe GSoft, d'où Suregate fait partie. Et c'est découpé, chacune de ces compagnies a son management group. Ça nous permet d'assigner des permissions, des policies, etc. à ces hauts niveaux-là. Et tout ça va être hérité jusqu'aux subscriptions qui sont en dessous. Donc, pour faire un petit recap, Management Group, c'est un regroupement logique d'une ou plusieurs subscriptions sous un Management Group. Ça nous aide à faire de la gestion à grande échelle, à déployer et à permettre l'héritage à grande échelle de choses comme des permissions, des policies et éventuellement d'autres choses qui vont s'ajouter dans Azure avec le temps. Parlant d'Azure Policy, donc si les management groups sont la hiérarchie, un peu la structure, j'aime beaucoup penser à Azure Policy comme étant un peu sans nécessairement dire la colonne vertébrale, mais c'est vraiment ce qui va venir soutenir les règles qu'on va vouloir mettre en place dans notre gouvernance. Et quand je parle de gouvernance, mais c'est beaucoup pour rester en contrôle. Donc, j'aime beaucoup l'image aussi sur
d'une autoroute où on a des garde-fous. Peut-être au courant de la présentation, je vais probablement échapper un ou deux guardrails parce que je suis habitué au terme en anglais, mais l'idée, c'est qu'avec ces garde-fous-là, on permet à des équipes de développement, des administrateurs systèmes, toute personne qui pourrait toucher, qui est technique, qui pourrait toucher à Azure, qui a l'occasion de créer des ressources, ben on veut l'encadrer le plus possible avec ces garde-fous-là pour leur laisser toute la liberté puis toute l'agilité que le cloud promet, mais en étant en contrôle et en évitant de se retrouver dans un cas comme celui-ci où on a complètement perdu le contrôle, puis c'est un bordel pas possible dans nos environnements. Donc, Azure Policy va nous permettre des choses, comme restreindre certaines régions d'Azure, certains types de ressources pour qu'ils ne soient pas utilisés. Peut-être qu'on utilise des VM et qu'on veut limiter, quelles sont les familles qu'on va pouvoir utiliser. Donc, peut-être qu'on ne veut pas des machines Linux, qu'on veut juste des machines Windows à l'inverse. Peut-être qu'on ne veut pas des machines avec des GPU parce que ça coûte extrêmement cher, puis on n'en a pas de besoin dans les solutions qu'on développe. C'est toutes des choses qui est possible de monitorer et ou barrer, bloquer avec Azure Policy. Donc, là, les possibilités sont vraiment grandes avec Azure Policy. L'idée, c'est de rester en contrôle en mettant des garde-fous, en laissant les gens pouvoir créer ce qu'ils veulent, mais qu'on établit j'aime penser un carré de sable où est-ce qu'on a délimité, on a défini les limitations puis l'espace où le carré de sable va prendre, mais à l'intérieur, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Blueprints, ben, ça nous permet de penser un peu à une recette. J'aime beaucoup penser à Blueprint comme étant une recette où on va pouvoir mettre ensemble, si on le désire. Ben, l'idée, juste, je vais faire un petit step back 2 secondes. L'idée avec Blueprint, c'est d'avoir des recettes pour pouvoir déployer sur... On établit la recette une fois, ou peut-être on va avoir plusieurs recettes si on a plusieurs scénarios, si on veut. Et on va pouvoir les déployer sur plusieurs subscriptions. Donc, une fois que la recette est faite, il nous reste juste à l'appliquer sur une ou plusieurs subscriptions à notre guise. Et ce qu'on va retrouver dans les blueprints, c'est des permissions RBAC, le Role Based Access Control. On va être capable d'avoir aussi des policies qu'on va pouvoir déployer au niveau de la subscription qui sont dans la définition du blueprint. On peut aussi déployer des templates ARM. Donc, si vous faites déjà de l'infrastructure as code dans votre entreprise, c'est possible de déployer en déployant un blueprint sur une subscription. Il peut y avoir des choses qui se créent de manière automatique. Donc, il peut y avoir des ressources groups qui se créent de manière automatique, l'assignation des permissions sur ces ressources groups-là, le déploiement de ressources automatiques, comme par exemple, si on veut que dans nos environnements, il y ait toujours un key vault générique ou pour une subscription d'infra, mais on veut automatiquement qu'il y ait un VNet de configurer, de déployer, etc. C'est toutes des choses qui sont possibles de faire avec Blueprint. Donc, au moment de l'assignation, toutes ces choses-là qu'on a définies dans notre recette, dans notre Blueprint, vont être déployées, vont être configurées automatiquement pour nous. Donc, c'est une chose à garder en tête qui peut être extrêmement pratique. Aujourd'hui, nous, on se concentre sur Azure Resource Graph. Donc, Azure Resource Graph, il n'ira pas faire de modifications dans vos environnements, mais c'est vraiment pour être capable de faire des recherches rapidement. On va le voir, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais Azure Resource Graph permet aussi 14 jours d'historique, va garder 14 jours d'historique de nos ressources. Donc, si on a fait des changements, on est capable d'aller consulter depuis quelques mois maintenant ces changements-là et voir qu'est-ce qui a changé sur nos ressources pour aider des fois à diagnostiquer les problèmes qu'on peut avoir avec nos ressources qui ont été déployées. Cost management, ben, n'importe quelle bonne hygiène va venir aussi avec une saine gestion des coûts. J'aime beaucoup penser que l'optimisation des coûts vient par l'optimisation des ressources. Donc, en ayant des ressources qui sont toutes optimisées, qui utilisent les bons SKU, qu'on utilise exactement la bonne performance pour ce qu'on a besoin, habituellement, ça fait en sorte
qu'on paye pour ce qu'on utilise et non pas qu'on encourage le gaspillage. Donc, tout ça pour dire que cost management, la gestion des coûts, fait partie intégrante d'une bonne gouvernance. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, j'ai brièvement expliqué cela. On se concentre sur Resource Graph pour la suite. Qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire avant Azure Resource Graph? Ce qu'il fallait faire, c'était, admettons, on prend par exemple le cas de ShareGate, où est-ce que dans tout le groupe GSoft, on a environ une cinquantaine de subscriptions, 45, 50 à peu près. Donc, quand c'était le temps de chercher pour, par exemple, quelqu'un débarque dans le bureau, dit « OK, il y a un problème avec, mettons, X version de Linux. J'ai besoin de savoir c'est quoi l'impact sur nos VM. Il y en a combien dans notre parc qui roule cette version-là, à quel point on est impacté. » Donc, ce que j'avais fait dans le temps, c'était avoir un script. Je vais vous montrer un exemple un petit peu. L'idée, c'est que on changeait de contexte à chaque fois. On ramassait toute la liste des subscriptions. On changeait le contexte sur la subscription qui nous intéressait. Ou si on veut boucler, on va boucler à travers toutes les subscriptions pour aller chercher, soit à travers Get Easy Resources, les ressources qui correspondent à notre critère. Dans ce cas-ci, c'est un exemple très facile de ce qu'on... la partie ici, on voit Get Easy Resources type le Microsoft Storage Account. Donc, dans cet exemple-ci, je vais juste chercher tous les storage accounts, mais si j'avais voulu faire l'exemple de tout à l'heure, j'aurais mis des critères de plus dans Get Easy Resources pour aller chercher des VM qui sont de type Linux, de telle version, etc., etc. Donc, mais c'est quand même beaucoup c'est long, clairement. Le plus qu'on a de subscription, le changement de contexte comme ça s'avère quand même être assez coûteux en termes de performance à faire. Donc, l'idée, c'est que, peu importe un script typique, nous demandait d'aller chercher la liste des subscriptions, changer de contexte, faire notre query, garder le résultat et faire quelque chose avec tous ces résultats-là à la fin. Ça, c'est qu'est-ce qu'on avait l'habitude ou qu'est-ce qu'on devait faire avant l'avènement de Azure Resource Graph. Donc, Azure Resource Graph, c'est quoi? J'aime penser d'Azure Resource Graph, pour ceux qui sont un peu plus techniques, que c'est une grosse cache de tout l'état de nos ressources, de tout l'état actuel de nos ressources dans Azure. Donc, pensez à une grosse base de données qui contient l'état actuel de nos ressources. Donc, à chaque fois qu'une ressource est modifiée ou créée, cet état-là est capturé par Azure et est mis dans cette base de données-là. Donc, c'est une base de données qui devient ultra performante. On n'a pas besoin d'aller interroger chacun des ressources providers dans Azure. Ça devient une base de données centralisée avec toute l'information de nos ressources. Donc, un des gros avantages aussi, c'est que on est capable de, comme on a vu dans l'exemple précédent, il fallait que je change de contexte à chaque fois pour être capable d'interroger chacune des subscriptions pour chacun des ressources providers, dans le fond, soit avec Get Easy Resources pour plus de ressources, ou mais l'idée, c'est c'était toujours une subscription à la fois. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on fait une recherche avec Azure Resource Graph, c'est qu'on est capable de faire la recherche à travers toutes nos subscriptions, quelques-unes ou toutes les subscriptions en même temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Les avantages, puis les features, mais c'est ça, c'est extrêmement rapide. Ça nous permet d'avoir une visibilité à travers toutes nos ressources cloud qui est vraiment, vraiment impressionnante. L'engin de recherche est vraiment puissant. Si vous utilisez déjà App Insight ou si vous utilisez déjà Log Analytics ou Azure Data Explorer, le langage qui est en arrière de ça, qui s'appelle KQL, qui est le Kusto Query Language, c'est le même pour Azure Resource Graph. Donc, vous pouvez penser qu'en arrière, mais toute la data qui est capturée pour vos ressources, c'est
un géant Azure Data Explorer, grosso modo, on ne se trompe pas beaucoup si on pense ça en arrière. Donc, on est capable d'aller faire de l'agrégation puis de pouvoir aller chercher et faire des interrogations sur des propriétés. Je parlais tantôt que pour 14 jours, pas via l'API de recherche, mais un autre API qui s'appelle Resource Changes, on est capable d'avoir les changements qui ont été effectués sur des ressources Azure sur une période de 14 jours. Donc, ça permet vraiment d'aider à, des fois, dans le troubleshooting, d'aller chercher des réponses sur peut-être des fois pourquoi les ressources fonctionnent moins bien ou fonctionnent différemment, mais ça aide beaucoup ce genre d'affaires-là. Si on utilise Azure Lighthouse, qu'on est un partenaire pour des clients dans Azure, Azure Resource Graph supporte le Azure Delegated Resource Management. Donc, on est capable, en utilisant Azure Resource Graph, d'interroger plusieurs tenants à la fois pour avoir des réponses sur des parcs de clients, de solutions qu'on aurait pu déployer chez des clients, ce qui s'avère vraiment intéressant. Et on a ces réponses-là beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas de danger, comme je disais tantôt, il n'y a pas de danger de modifier les données avec Azure Resource Graph. C'est en lecture seule. Donc, je disais déjà, c'est une ça supporte une partie des opérateurs et des fonctions qu'on retrouve dans Azure Data Explorer, dans le fond, dans le Kusto Query Language que je parlais. Il y a un taux de rafraîchissement d'à peu près aux 15 secondes quand une ressource est ajoutée ou modifiée. Advenant que Microsoft, ça reste toujours un système d'événements en arrière que Microsoft attrape les événements qui viennent de se produire, met à jour la base de données. Advenant qu'il y a eu un problème, puis que ça ne s'est pas bien passé, puis qu'ils ont manqué un événement comme ça, à chaque 24 heures, Microsoft va quand même passer, faire un scan complet de nos ressources pour mettre à jour cette base de données-là. Donc, habituellement, on est capable d'avoir une fois qu'on a fait une action dans Azure, on est capable de voir le résultat de cette modification-là à peu près dans les 15 à 20 secondes dans Azure Resource Graph. Si jamais il y aurait un problème du côté de Microsoft, mais à chaque 24 heures, ce data-là va être rafraîchi de toute façon. Ce n'est pas tous les types qui sont supportés. Je pense surtout aux types qui sont enfants. Par exemple, une base de données, on a les serveurs SQL. Dans les serveurs SQL, il y a un type de ressource qui est les firewall settings, donc les paramètres de pare-feu. Il y a certains types enfants comme ça qui sont des des types enfants de ressources principales. Eux, c'est pas tous qui sont supportés dans Azure Resource Graph. La liste se fait ajouter de plus en plus. Mais vous pouvez consulter le lien qui est dans cette... De toute façon, ce deck PowerPoint-là va être disponible pour vous après parce qu'il y a quand même beaucoup de références au langage de query que je vais vouloir passer plus en mode démo. Donc, vous allez pouvoir avoir ce deck-là en référence si vous voulez. Donc, une note importante, c'est qu'il faut implémenter, surtout si on utilise si on veut interroger Azure Resource Graph à travers Azure CLI et PowerShell, le nombre maximum qu'on peut recevoir de résultats, c'est 1000. Donc, si on veut, on veut supporter des causes qu'on va avoir plus que 1000 résultats, il va falloir faire un mécanisme de paging et aller voir aller chercher le prochain set de résultats jusqu'à temps qu'on ait un nombre inférieur de 1000. Donc, il y a un processus comme ça qu'on peut scripter de notre côté. J'ai un exemple dans les slides un petit peu plus loin. La syntaxe, comme je disais, c'est un dérivé, mais on n'utilise pas toutes les fonctions, c'est pas tout ce qui est disponible dans Kusto Query Language qui est disponible pour Azure Resource Graph, mais il y a quand même les plus importantes sont là. Comme je disais, je ne passerai pas à travers toutes les
toutes les slides par rapport à... Je les ai laissés ici, surtout pour référence, parce que je trouve que c'est surtout ceux qu'on retrouve dans ce deck-là qui sont au moins les plus importants, il y en a beaucoup. Mais ce qu'on va vouloir faire attention, c'est ça ici, le égal. Moi, ce que j'aime beaucoup plus utiliser, c'est le égal avec le petit... Oups, pardon. Avec le petit tilde à la fin. Ça permet de faire une opération... c'est un opérateur pour tester si c'est égal ou non, mais de manière non sensible à la case. Donc, puis surtout avec les types, on va le voir quand on fait une recherche pour est-ce que c'est un storage account ou un key vault, ou etc., etc. Je ne sais pas pourquoi, mais dans certains cas, si on y va avec les égal, la case n'est pas toujours la même selon le résultat qui est retourné, puis on pourrait manquer des résultats. Donc, j'aime beaucoup le égal tilde et le point d'exclamation tilde, qui veut dire, dans le fond, qu'on n'est pas sensible à la case. Ça, c'est des exemples avec le where. Ça, je vais le passer parce qu'on va le voir on va passer tout de suite à la démo. Donc, il y a le where pour dire que je veux avoir... j'ai un predicate parce que je veux être capable d'exprimer une condition et c'est à travers le keyword, l'opérateur where que ça va se passer. Project, on va le voir en Project Away aussi, Extend, Summarize, c'est tous les exemples qu'on va voir dans la démo. Tags, on est capable de faire des queries sur les tags. Donc, si je veux savoir toutes les ressources qui sont pour mon environnement de production, par exemple, je suis capable de faire ça. On est capable de vérifier si les tags n'existent pas aussi avec le isEmpty. Il y a plusieurs tables qu'on va pouvoir interroger dans Azure Resource Graph. La principale, puis celle par défaut, c'est Resources. Donc, c'est toutes vos ressources Azure. Il y en a pour Resource Containers, dans le fond, c'est les conteneurs les conteneurs que Azure offre. Donc, ceux qui sont disponibles aujourd'hui, il y a les ressources group, les subscriptions. Éventuellement, les management group vont aussi apparaître là-dedans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est seulement subscription ressource group qui est là. On est capable de retrouver aussi des alertes, des recommandations des événements qui sont relatifs à la sécurité. On est capable d'aller voir aussi les recommandations de Azure Advisor. Donc, vous voyez qu'à travers le health, les alertes de maintenance, etc., il y a beaucoup de choses qu'on est capable d'aller chercher avec Azure Resource Graph pour se bâtir soit des dashboards. On peut programmatiquement aller chercher de l'information, prendre l'action si on détecte tel cas et tel cas. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles avec Azure Resource Graph. On est capable de faire des jointures. Comme je disais, on a une table de ressources, on a une table de ressources containers. On est capable de joindre les deux pour aller chercher, par exemple, le nom des subscriptions ou l'information sur le tenant, ce qui n'est pas toujours le cas avec juste l'information qui est contenue dans ressources. Allons voir le portail Azure pour une petite démo. Donc, je suis dans le portail Azure. Ce que je vais faire, quand on est dans le portail Azure, je peux aller dans Ressources Graph Explorer. Je vais aller ouvrir. J'ai déjà des queries faits. Azure Resource Graph offre des queries qui sont privées, d'autres qui sont partagées. Donc, privées m'appartiennent juste à moi. Partagées, il faudrait que j'ai des sauvegardes dans un Resource Group dans Azure pour les partager avec d'autres personnes. Donc, j'ai déjà des subscriptions à moi. Première chose que je vais faire, là, j'en ai plusieurs dans mon script. Si je fais Resources, qui est la table de ressources, je demande un Summarize. Donc, Summarize, c'est pour aller faire de l'agrégation. Là, ce que je lui dis, c'est je veux avoir un compte distinct avec dcount de mes subscription ID. Si je roule la requête, là, je suis dans un environnement qui n'est pas mon environnement organisationnel, donc je ne vous dévoilerai pas tous les secrets de GSoft et de Shellgate. Eux vont être bien contents de ça.
c'est mes environnements Azure avec le MVP et tout ça. Là, on voit que j'en ai juste un. J'en ai juste un de sélectionné. Si je vais chercher toutes mes subscriptions que j'ai accès avec ça ici, et je roule ça à nouveau, vous allez voir que c'est 2 maintenant. Donc, on a la possibilité de... il faut fournir la liste des subscriptions. Si on passe à travers Azure Resource Graph dans PowerShell, Azure CLI ou le REST API, il faut fournir la liste des subscriptions, les GUID à lesquels on veut les interroger. Dans le portail, c'est un peu plus facile. On les choisit à travers le sélecteur et c'est fini. Donc, au niveau de la syntaxe encore, donc je suis toujours dans la table Resources. Ici, j'ai ma condition. Donc, je vais aller chercher les ressources que le type sont soit Microsoft Storage et ce qui m'intéresse, c'est les Storage Accounts. Si je fais juste ça ici et que j'exécute ça, vous voyez que j'ai toute l'information pour tous les storage accounts qui sont, j'en ai 26. Vous voyez le temps de réponse aussi. Hein? J'ai fait une requête, ça a pris 0.10, mettons 200 millisecondes environ. Hein? Donc, c'est extrêmement rapide. Puis, je pourrais avoir 50 subscriptions, je pourrais avoir des dizaines de milliers de ressources dans mes environnements Azure et les résultats seraient toujours habituellement en millième de seconde. Donc, on est toujours habituellement en dessous de la seconde. C'est extrêmement rapide. C'est pour ça que c'est un outil qui devient super intéressant à maîtriser. Donc, dans ma requête, si je cherche tous mes storage accounts, Extend me permet soit d'ajouter, là on voit dans mon résultat, j'ai beaucoup de colonnes. Et si je veux voir la liste complète du détail pour cet enregistrement-là, ce record-là, on peut voir que j'ai beaucoup de colonnes, j'ai des SKU, les plans, les properties. Dans le fond, c'est le bag de propriété qu'on est habitué dans Azure, les tags, etc. Donc, toute cette information-là m'est retournée quand, si je ne limite pas l'information qui va découler de ça. Donc, en faisant un extend, je peux rajouter des colonnes que je pourrais, des colonnes calculées, que je pourrais faire moi-même, soit à travers différentes fonctions pour faire des calculs, joindre des strings ensemble, je pourrais faire n'importe quel type de manipulation. Puis avec extend, je vais pouvoir rajouter des colonnes. Si la colonne existe déjà, dans le cas de name et resource group, ce qui va arriver, c'est que la valeur que je mets ici va remplacer la valeur qui est retournée par Azure Resource Graph. Et en dernier, ce que je fais, c'est project. Donc, ce que je dis, c'est sur les à peu près, je ne sais pas, 15 propriétés qui est retourné dans le résultat, je veux garder, le project va dire, je veux garder seulement subscription ID, resource group, name, et j'en rajoute une nouvelle qui est description. Donc, si je roule ça, j'ai un tout autre résultat. Puis là, on peut voir que j'ai seulement subscription ID, les deux valeurs que j'ai offusquées et une description custom que j'ai rajoutée qui va être là pour chacune des records qui va être retourné. Bon, là, ça, c'est plus côté syntaxe parce que cet exemple-là ne fait pas grand-chose dans la vie. Ce que je peux faire, par exemple, c'est... Ça, c'est un exemple parce que le HTTP, je veux aller voir tous les storage accounts que le HTTPS n'est pas obligatoire dessus, donc il n'est pas enforcé. Si j'exécute ça, je suis capable de voir. Puis là, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise Summarize pour dire je veux un count par... Ici, c'est juste parce que je veux renommer la colonne compte, parce que si je garde ça comme ça, ça va me donner count avec un underscore à la fin, vous allez voir. Ça fait que c'est purement esthétique pourquoi j'ai marqué count est égal à count. Donc, l'idée, c'est que je vais avoir un count par région Azure pour toutes les storage accounts qui n'ont pas de... où est-ce que le HTTPS n'est pas obligatoire. Donc, on est capable de voir que dans mon cas, Canada East, il y en a un, Canada Central, il y en a deux, East-West, il y en a 11. Vous allez me dire, OK, c'est bien beau ça, mais ça ne m'aide pas plus dans mes environnements. J'ai toujours l'affaire d'avoir des réponses vraiment rapidement. Puis là, ce qu'on voit, c'est cet exemple-là, c'est d'aller chercher tous les certificats dans les App Services à cause de Microsoft.web. Donc, tous les certificats qui sont dans des App Services,
et que la date d'expiration est dans les 90 jours ou moins. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des certificats qui expirent en production puis que vos équipes n'étaient pas au courant ou qu'il n'y avait pas de suivi. C'est pas vraiment le fun. Donc, ça, c'est le genre de query qu'on est capable de rouler pour voir si c'est le cas. Dans ce cas-ci, moi, j'en aurais pas parce que je viens de faire le rollout de mes certificats, mais si j'extensionne ça pour aller à 270 jours, vous allez voir que là, j'ai un résultat, j'ai la date d'expiration de mon certificat que j'ai été ramassé, puis bon, j'ai offusqué juste les noms pour pas que vous m'attaquiez directement avec mes ressources. Mais l'idée, c'est que ça soit des certificats, par exemple, qui sont dans App Service, que ça soit des, si on veut rester dans les certificats, des certificats dans un Application Gateway qui sont sur le bord d'expirer, on peut utiliser Azure Resource Graph pour aller extraire ces informations-là d'expiration. Puis, vous savez, là, sur toutes les App Services que j'ai dans tous mes environnements, si on prend le cas de SureGate, on en a au moins 50-60 des App Service Plan. Donc, d'aller faire le tour de tout ça pour aller voir est-ce que j'ai des certificats qui expirent ou qui n'expirent pas, est-ce que je garde une liste Excel avec les dates d'expiration, est-ce que je mets ça dans un Outlook, etc. Donc, il y a plein de moyens de gérer ça, mais on est capable facilement de voir avec des requêtes d'Azure Resource Graph comme ça si on est pour avoir des problèmes. On parlait de joindre des tables tantôt, mais si je pars de ma table de ressources et que je fais un join, là ici, je vais faire un lien inner avec ressources conteneurs pour aller chercher les subscriptions et à la fin obtenir le subscription name. Donc, puis on fait cette relation-là sur subscription ID. Donc, si j'exécute ça, je vais avoir en plus du subscription ID maintenant le nom de ma subscription, ce qui n'est pas disponible dans la table de ressources habituellement. Une autre des choses qui est intéressante, c'est, là, depuis tantôt, je vois des résultats qui sont dans un format table. Ce que je peux faire, c'est, par exemple, ici, je vois que je vais sortir toutes les ressources de type Microsoft Web Sites. Dans le fond, c'est des App Services, des sites web dans App Service. Et je vais avoir un compte par SKU. Donc, SKU, c'est une valeur qui est dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je la transforme en string pour pouvoir faire un count dessus. Donc, si je revois les résultats, j'ai 6 qui sont dynamiques, un basic, 2 qui sont premium V2 et 2 qui sont standards. Ce que je pourrais faire, c'est, vu que c'est des chiffres maintenant, que j'ai ramené ça en count, je peux mettre ça en graphique avec des barres ou en graphique avec des beignes, par exemple, pour savoir c'est quoi la répartition. Là, le zoom est un peu gros, mais l'idée, c'est qu'on voit quand même assez bien qu'on a un résultat qu'on est capable de consulter de manière graphique. Ce que je pourrais faire aussi, là, je vois, j'ai exécuté encore là tous les storage accounts que le HTTPS n'est pas enablé. Je voudrais avoir un count par emplacement. Je pourrais aller et dire que j'ai un donut pour chacune des régions. Je pourrais ajouter ça sur un dashboard d'Azure. Donc, je pourrais choisir si c'est privé ou shared. Dans ce cas-ci, j'en ai un qui est vide pour la démo. Je pourrais toujours en créer un nouveau si je voulais. Donc, j'ai juste à faire pin. Et maintenant, dans mon portail, dans mon dashboard, je suis capable d'avoir le résultat. Tout ça c'est Azure Resource Graph qui le back en arrière, donc qui supporte ça. On pourrait avoir un auto-refresh et on pourrait donc avoir plusieurs informations, puis on va le voir je vais donner un autre exemple bientôt. On est capable d'avoir des dashboards custom qui sont assez complexes sur l'état de nos ressources dans Azure, puis de se faire des dashboards custom, ce qui est vraiment super intéressant. Donc, je vais revenir où est-ce que j'étais. On va ouvrir encore ma ressource. Ce qui est possible de faire aussi, là, peut-être qu'on va vouloir des exemples dans la vie qui est un petit peu plus courante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai un repo qui est sur GitHub, qui est ShareGate Azure Quick Start Resource Graph. Si on va voir ça, c'est un repo Git où ce que j'ai mis des queries avec le temps qui me semble utile
Donc, vous pouvez aller voir, le lien de toute façon va être à la fin du deck. Vous pouvez aller voir ça, ShareGate, Azure Quick Start, Resource Graph. Et là-dedans, il y a vraiment beaucoup de queries, entre autres une pour les virtual machines, où ce qu'on veut détecter ceux qui n'ont pas de managed disk. Alors, si je ramène ça ici, donc toutes les ressources, comme je disais, si je ne mets pas resources, par défaut, c'est elle qui va être utilisée. Donc, compute, virtual machine, où est-ce qu'il n'y a pas de managed disk, puis je vais avoir le subscription ID, resource name, etc. Donc, j'en ai un ici, que c'est un vieil exemple, c'est des disques qui sont avec un VHD dans un storage account et non pas des managed disks. Donc, on est capable de détecter facilement ceux qui sont, ou je pourrais dire is not empty, donc tous ceux qui ont des management disks. Donc, on est capable de basculer de un à l'autre comme ça assez facilement. Vous voyez que c'est à force d'en faire, la syntaxe va rendre plus facilement. Puis on est capable d'avoir vraiment de basculer d'un état à un autre, de rajouter une condition vraiment facilement pour avoir des résultats. Donc, ça, c'est les exemples qu'on voit dans le portail, si on veut. Et un autre exemple de ça, c'est, par exemple, si je voulais avoir un dernier exemple, si on voulait avoir toutes les... Celle-là est plus complexe. On ne passera pas à travers toute celle-là. Ben, on pourrait, mais il y a d'autres choses que je veux vous montrer. Donc, l'idée, c'est que je pars de ressources, je fais un autre join sur ressources encore pour aller chercher des extensions qui sont un sous-type des VM. Donc, cette query-là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher toutes les VM qui n'ont pas l'anti-malware installé. Donc, si j'exécute ça en 250 millièmes de seconde, mais je suis capable de savoir que j'ai 2 machines dans mon environnement qui ne sont pas compliant avec ce que j'essaie de mettre en place. Donc, peut-être que vous avez des règles que l'anti-malware doit être installé partout, ça peut être le IaaS diagnostic, etc. Donc, on voit qu'avec ce genre de query-là, on a les résultats tout de suite, puis on est capable de prendre action, puis d'engager des discussions avec les bonnes personnes pour dire hey, écoute, je viens de voir ça ici, ça t'appartient, comment on peut travailler ensemble pour améliorer l'état d'Azure de nos ressources. Bon, une autre chose que je voulais montrer, on parlait de graph tantôt, c'est dans la gouvernance, pas dans la gouvernance, excusez, dans Azure Resource Graph, je suis capable d'avoir des portails, des samples de portails Azure qui sont drivés exclusivement par Azure Resource Graph. Donc, je vais prendre un exemple ici. Dans les portals, tous ces liens-là, vous allez les avoir à la fin du graph, du deck, excusez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le JSON de cette définition de dashboard-là. Je vais aller dans les dashboards, je vais faire upload. Je vais aller paster l'URL que je viens d'aller chercher en raw sur GitHub. Et je vais avoir un sample qui est le Azure Resource Inventory, où est-ce que ça va me dire combien de ressources que j'ai. C'est quoi le top 10 des types pour ces ressources-là? J'ai combien de machines virtuelles? C'est combien des Windows? C'est combien des Linux? Là, j'en ai pas de Linux, mais on verrait les deux. Les familles, c'est-tu standard? C'est-tu les types, c'est ressources manager versus classique. J'ai donc tout l'espace qui est utilisé par mes disques au complet, le nombre de disques que j'ai. Si j'avais des SQL Database, ça apparaîtrait ici. Le nombre de virtual network que j'ai, les publics IP, network interface. Donc, en un clin d'œil, ça donne vraiment beaucoup d'informations. On est capable de mettre l'auto-refresh là-dessus aussi pour que l'information soit toujours mise à jour. Donc, là, je vous montre depuis tantôt le portail, mais en dehors du portail, c'est aussi possible d'avoir de pouvoir intégrer Azure Resource Graph à l'utilisation qu'on pourrait en avoir. Ça, je vous montrais tantôt la détection des certificats pour les sites web dans le portail même, mais ici, ce script-là, qui est le script sera disponible aussi, la source sera disponible. Il est aussi disponible sur mon GitHub, slapointe.
j'ai des sources Azure Script. Vous allez avoir ce script-là aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on fait une pagination. J'ai une query qui est la même qu'on a vue dans le portail, sauf que là, elle est sur une ligne au lieu d'être sur plusieurs lignes. Et je vais avoir un système de paging qui va dire quand... Ça, c'est du PowerShell en passant. Donc, ma première itération, je vais chercher les résultats avec Search Easy Graph. C'est pas là par défaut dans les modules AZ d'Azure. Donc, il faut faire un install. Oups. Il faut faire un install module az.resourcegraph dans le code PowerShell. Si on utilise Azure CLI, on va faire un AZ extension install pour avoir le même résultat dans le fond, pour installer l'extension, le module dans PowerShell, l'extension dans Azure CLI pour pouvoir query Azure Resource Graph. Donc, l'idée, c'est que je vais aller chercher les résultats, puis tant que le page size est égal à mon count, donc qu'il reste une autre page après, on va aller chercher, puis quand ça ne sera plus le cas, mais j'arrête, puis je suis capable de sortir tous les résultats. Puis ici, je fais juste rebâtir un certificat X509 dessus. Mais tout ça pour dire qu'on est capable très bien d'intégrer les recherches d'Azure Resource Graph dans notre scripting, dans nos outils de tous les jours. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'on est capable d'utiliser Azure Resource Graph pour faire des comparatifs. Donc, si j'ai des... Je vais juste tasser ça ici. Je vais ouvrir un PowerShell pour la comparaison. Donc, si j'ai... Je vais juste aller chercher ma grille. C'est ici. Donc, là, j'appelle Azure Resource Graph de Azure CLI, donc Easy Graph Query, -Q avec la query que j'aurais eu dans le portail, par exemple. Et je veux un output en table. Habituellement, le output est en JSON. Là, c'est en table. Admettons que j'ai... OK, Contoso, je vais aller faire une capture. Oups. Je vais aller faire une capture d'un storage account que j'ai. Donc, je prends mon query de ressource graph. Vu que je n'ai pas mis un output table, le défaut, c'est un JSON. Donc, j'ai un fichier qui contient l'état de mon storage account avant, dans le fond maintenant. Si je vais voir mon storage account et que dans la configuration, par exemple, je le bascule entre Secure Transfer, ça c'est l'HTTPS, si je le mets à Enabled et que je sauvegarde ça, dans à peu près une quinzaine de secondes, je vais avoir le... OK. Donc, j'ai... Ben, je vais retourner dans mon... Juste ici. Fait que là, je vais faire... J'avais un before, là, je vais faire un after.json. Ce que je peux faire, c'est... Admettons, pour faire ça plus facilement, je vais ramener... J'ai un before et un after. Si je compare les deux, on est capable de voir que j'ai la propriété support HTTPS traffic only est passée de false à true avec le before and after. Donc, on est capable de faire des changements dans Azure Resource Graph, extirper la valeur qu'on veut, l'état actuel qu'on veut, aller faire des changements, aller voir quelle propriété ça a changé exactement. Des fois, ce n'est pas toujours facile quand on fait des templates ARM d'avoir ce genre d'informations-là. Donc, pouvoir faire une capture de l'état de la ressource maintenant, faire notre changement, faire la capture après et de voir la différence entre les deux, ça permet ça peut nous outiller, être une option de plus pour faire nos templates ARM. Donc, on va revenir ici. Juste, Stéphane, il te reste 2 petites minutes. Parfait. Donc, on est
à la fin de cette présentation, il y a beaucoup de choses possibles. On pourrait passer des heures à parler d'Azure Resource Graph, rentrer en détail sur exactement tout ce qui est possible de faire. Une des choses qui est possible aussi, on le voit à la fin ici, on est possible de prendre des queries qui sont simples de graph et de les transposer en Azure Policy. On n'a pas eu le temps de le voir, mais le lien est là, c'est possible de faire. L'outil est disponible sur open source. Donc, tous les liens sont là pour bien vous aider à apprendre Azure Resource Graph, autant la documentation, le Quick Start Queries que je vous parlais tantôt, le repo, ce que j'ai mis des choses. Je vous encourage, si jamais ça vous intéresse, à collaborer dans ce repo-là, à faire des pull requests, à venir rajouter des choses qui vous semblent pertinentes. Donc, Azure Policy, Aliases, gouvernance. Donc, toutes les choses qu'on a parlé aujourd'hui, les liens sont là. Vous allez avoir accès à ce deck-là de présentation. Et c'est ça. Donc, on va prendre les questions. Je crois qu'on en a. Et vous pouvez toujours me rejoindre après en utilisant Twitter sur l'alias S_Lapointe. Et voilà.